Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition française. Différentes sensibilités politiques ont rencontré le président de la Haute Autorité de la Transition, Andjirina Rajoelina, au Palais d'État d'Ambutsuacha ce matin. Il s'agit de dépôt de candidature et de consultation avant la nomination du Premier ministre de consensus, Jean-Amir Leilson et Marc Rakoutou-Malala. Affluence record au Palais d'État d'Ambutsuacha pour la profession. Les journalistes sont venus nombreux pour couvrir le team Mararnaïvou et le team Iveme Rakoutarchou d'un côté et de l'autre, le TGV et les autres sensibilités. Alors, quel candidat pour la primature? Monsieur Iveme Rakoutarchou, il faut croire à connaissance qu'il représente la mouvance. C'est deux choses distinctes et différentes. Pour leur choix, je devais leur demander, je ne suis pas au courant pour l'instant. Comme vous savez, le président Rajoelina a annoncé qu'il y a une consultation. Et c'est pour cette raison que la mouvance Ravalman que je représente, avec les frontières, qui s'est rencontré ce matin avec le président de l'Argentine. C'est juste pour les conseils pour qu'il y ait une transition véritablement inclusive. Comme vous voyez, nous venons de déposer notre proposition du Premier ministre. Nous avons choisi comme Premier ministre de consensus le général Kamsitali, parce qu'il remplit les critères de la feuille de route. Il n'est ni d'origine, ni dans le plateforme, ni dans le parti du président de la transition. Nous avons fini notre rencontre avec le président en ce qui concerne de la proposition des personnalités qu'il va choisir. Et nous avons donné un libre choix. Que ce soit au statut de cette personnalité, et aussi de nombre de personnalités que nous avons proposées auprès du président. Ainsi, nous sommes tous dans l'entente. Qui sera le prochain Premier ministre? L'après-midi, c'était la présentation des candidats à la primature au président Rajoelina. Le Premier ministre nouvellement élu devra être connu au plus tard mercredi. Nirandjamapian et Rakoutou-Malala. Double événement en Botswana. D'abord la série de présentations de candidats à la primature de la part des groupements politiques, du team Mararnaïvou au team Iveme Rakoutarchou, en passant par le TGV et les AS. Le nom du général Kamsitali figure dans la proposition du team Mararnaïvou et du TGV, tandis que les AS et Iveme Rakoutarchou ont préféré ne citer aucun nom. Avec le président Rajoelina, que la mouvance Ravalman apporte un conseil pour que la transition, la vraie transition inclusive, se mette en place. Et pour la rencontre de cet après-midi, moi, Iveme Rakoutarchou apporte aussi des suggestions par rapport au slogan de la transition. Et moi, j'avance même de propositions d'organigramme pour que l'image de l'inclusivité par rapport aux forces politiques, surtout les deux principaux protagonistes, soit atteinte. A signaler toutefois l'existence d'une femme candidate présentée par le team Mararnaïvou en première place. Il s'agit de l'historienne Dina Jeanne Foutmanatin. L'après-midi a été marqué par le défilé des premiers ministrables, le sociologue José Vianney du team, Iveme Rakoutarchou, en passant par Piero Razonarvé. Disons que la rencontre avec M. le Président s'est déroulée d'une manière fraternelle. Et on a passé en revue pratiquement tous les problèmes qui concernent la gestion de la transition. Et le général Claude Manakan.
Sans oublier le professeur Alain Njazanarve, le neurologue et agrégé de médecine, ancien ministre de la Santé d'Andjadzuelne. Demain, ce sera au tour de l'historienne Dina-Jeanne Fautmanaten et du Premier ministre sortant, le général Camille Vital. La nomination du Premier ministre de consensus n'est plus qu'une question de temps. Ce sera demain soir ou mercredi matin. Et puis à l'étranger, au Japon, 3 jours après le violent tremblement de terre et le tsunami qui s'y sont produits, les séismes ont repris. Celui de ce matin a atteint une magnitude de 5,8 degrés. Bilan provisoire, au minimum une dizaine de milliers de morts. La population craint des répliques. Le plus grand tremblement de terre de l'histoire du Japon a ravagé tout l'est du pays. L'arrêt des centrales nucléaires a obligé la coupure d'électricité par souci d'économie. La situation sur place. La terre tremble toujours au Japon. Ce lundi matin, l'alerte résonne. Nouvelle secousse sismique à 150 km de Tokyo. Magnitude 5,8 degrés, mais ressentie jusque dans la capitale. Le pays vit dans la crainte des répliques. 3 jours maintenant, après le plus grand tremblement de terre de l'histoire du Japon. Une dévastation telle qu'il est difficile d'avancer un bilan humain, au minimum une dizaine de milliers de morts. Les rescapés sont évacués à un rythme soutenu. À chaque balai d'hélicoptère, l'espoir pour les familles de retrouver leurs proches vivants. Partout, la même angoisse. Chacun cherche un ami, un parent disparu. Je cherche ma sœur. Je n'arrive pas à la contacter et je n'ai aucune nouvelle d'elle. Ça fait déjà 3 jours que je ne sais pas où elle est. Tout l'est du Japon a été ravagé par le séisme. Dans cette ville d'Ishinomaki, la solidarité s'organise autour de milliers de sans-abri. Je me sens plus en sécurité si je reste ici, car j'ai peur de nouvelles secousses. Beaucoup de voitures ont été emportées et tellement de maisons aussi. Dans les zones sinistrées, l'essentiel manque déjà. Mais les volontaires gèrent l'urgence dans le calme et la discipline. Rationnement aussi à Tokyo, pourtant moins touché par le séisme. Le gouvernement a décidé des restrictions d'essence pour devancer les pénuries. Il y a de longues files d'attente depuis que j'ai ouvert la station ce matin. Je pense qu'il y a bien 10 fois plus de voitures que d'habitude. Ce lundi, toute l'économie tourne au ralenti dans la capitale. Service minimum dans les transports et coupure de courant imposée. Arrêt des centrales nucléaires oblige, il faut économiser l'énergie pour éviter que des régions entières du Japon ne se retrouvent soudain dans le noir. Et puis le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima Daiichi a explosé, bilan 11 blessés. Le gouvernement a rassuré la population en avançant une faible fuite de radioactifs massifs. Pourtant, plus de 60 000 personnes ont été évacuées des alentours des 2 centrales de la région et fait l'objet de traitements spécifiques. Reportage. D'hydrogène se sont produites lundi au niveau du réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima Daiichi, située à seulement 250 km de Tokyo, où se concentrent 35 millions d'habitants. 11 personnes présentes sur les lieux ont été blessées. L'explosion a soufflé le toit mais n'a pas affecté l'enceinte de confinement qui abrite le réacteur, assure TEPCO, l'opérateur japonais, tandis que le gouvernement se veut rassurant. Nous pensons qu'il y a une faible possibilité de fuite radioactive massive. À Fukushima, plus de 60 000 personnes ont été évacuées des alentours des 2 centrales de la région. Elles ont été traitées contre de possibles radiations et ont trouvé refuge dans des abris qui leur sont réservés. Mais la terre continue de trembler et ces précautions ne suffisent pas à apaiser une profonde inquiétude. Je voudrais savoir exactement ce qui se passe à la centrale nucléaire. J'ai peur. Je ne comprends pas l'aspect technique des opérations, mais j'ai peur car on ne peut pas voir les radiations.
Désormais, les systèmes de refroidissement de 3 des 6 réacteurs de la centrale de Fukushima Daiichi sont en panne. Un système de substitution permet aux réacteurs de recevoir malgré tout de l'eau de mer pour refroidir leur cœur, qui pourrait avoir partiellement fondu. Mais aucune hypothèse n'est pour l'heure écartée, même si le Japon exclut le scénario d'une catastrophe comme celle de Tchernobyl en 1986. Samedi, une explosion similaire s'était produite sur le réacteur 1 de la même centrale. L'accident a été évalué à un niveau 4 sur une échelle de 0 à 7 des événements nucléaires et radiologiques. Les forces du colonel Kadhafi poursuivent leur reconquête de l'Est à coups d'obus et d'artillerie lourde en Libye. Les opposants résolus à se battre craignent la reprise de Benghazi car le rapport des forces est inégal. Ils demandent la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, une question qui sera abordée par les ministres des Affaires étrangères du G8 ce soir à Paris. Les détails. À l'entrée d'Ajdabiya, les insurgés attendent. L'armée du colonel Kadhafi continue sa conquête des villes de l'Est. Ce matin, 4 obus sont tombés près d'ici. Cette ville est un carrefour stratégique. Si elle tombe, la route vers Benghazi, fief de la rébellion, est ouverte pour les troupes royalistes. Alors les insurgés s'attendent à combattre une fois de plus l'armée de Kadhafi. Il va tuer beaucoup de personnes. J'ai peur pour Ajdabiya, car il revient ici, et nous aussi nous sommes là. Et nous n'avons pas d'armes lourdes. Le rapport de force est inégal. Kalachnikov et lance-roquettes du côté insurgé, aviation, mortier et artillerie du côté de l'armée du colonel Kadhafi. Au 28e jour de l'insurrection à Benghazi, l'euphorie a laissé la place au scepticisme, à l'inquiétude. Quelques médecins et infirmiers sont bien descendus dans la rue pour soutenir la révolution. Pendant ce temps, la télévision libyenne diffuse un reportage sur Brega, ville reconquise à la rébellion ce week-end. La production de pétrole a repris à Tripoli, l'assurance est de mise, la défaite des insurgés est annoncée. Ce n'est qu'une bande de souris et de rats. Ils se croient forts car ils ont des armes. Ils terrorisent les civils. Mais quand nous reprenons les régions, ils lèvent les bras et la population nous accueille. Les insurgés sont peu nombreux. Pour tenter d'inverser le rapport de force sur le terrain, les insurgés libyens demandent l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne. Un point abordé lors de la visite au Caire de Catherine Ashton, la chef de la diplomatie européenne. Mais l'Europe, comme l'OTAN, n'ont toujours pas pris de décision. Amr Moussa a rappelé de son côté que la Ligue arabe y était favorable. Ce soir à Paris, les ministres des Affaires étrangères du G8 vont aborder la question. Revenons à Madagascar. 6% des mineurs vivant de la prostitution ont un enfant. Elles sont généralement poussées par des membres de leur famille. L'ONG Aidez tous mène des campagnes de sensibilisation contre le tourisme sexuel. Mirja Mapian nous en dit plus. La prostitution touche des sujets de plus en plus jeunes. Selon l'ONG française Aidez tous, l'âge moyen des jeunes filles est de 15 ans. La pauvreté est la première raison qui les pousse à devenir travailleuses du sexe, selon toujours cette ONG. 6% de ces prostituées sont déjà mères et elles sont nombreuses à être atteintes de maladies sexuellement transmissibles. Aidez tous est une ONG présente dans 25 pays, dont Madagascar. Et sa raison d'être consiste à lutter contre le tourisme sexuel. Dans la Grande Île, ce sont les jeunes filles des villes touristiques comme Nosy-Be, Fort-Dauphin et Morondave qui sont les plus vulnérables. Le revenu moyen d'une famille malgache de 6 à 8 personnes est de 140 000 à 180 000 ariars, soit 50 à 65 €. Cette situation quasi permanente de précarité pousse les parents et la famille à encourager leurs filles à la prostitution. Une permissivité de plus en plus courante que déplore l'ONG Aidez tous, car non seulement les impacts négatifs sont palpables au niveau de la mentalité et de la psychologie de ces jeunes travailleuses du sexe, mais en plus, la propagation des IST représente un danger pour la Grande Île. Peu de gens le savent, mais le tourisme sexuel est interdit par la loi et est passible de sanctions et d'emprisonnement. Nura Arnian Ratima Tumanch, notre présentatrice du journal télévisé et responsable de l'émission Zizej, a épousé samedi dernier Anthony Rakutunjavouavi au cours d'un mariage civil célébré par le maire de Talatamath. Voici le compte rendu de Niranja Mapian. Le cœur de Nur Arnian Ratsmaitmanch n'est plus à prendre. Cette présentatrice du journal télévisé de la télévision malagasy et première responsable de l'émission de mode Zizej
vient de convoler en juste noces avec Anthony Rakutundavoavi samedi dernier. Le mariage civil a été célébré par le maire de la commune de Talatamat en présence des collègues, amis et familles proches. Et puis n'oubliez pas, immédiatement après la série Le roman de la vie, la TVM proposera un débat avec les garçons sur les réalités socio-économiques actuelles. Un rendez-vous à ne pas manquer. Merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Au revoir.